Et pour découvrir donc ce baromètre de la transformation écologique, j'accueille Laurent Obadia. Bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur général adjoint en charge des parties prenantes et de la communication de Veolia. À vos côtés, Laurence Bedeau. Bonjour, bienvenue. Vous êtes associé chez Elab. Laurent Obadia, je commence avec vous. Pourquoi? C'est la première question. Pourquoi avez-vous souhaité réaliser ce baromètre de la transformation écologique? Bonjour Thomas, merci de nous recevoir pour présenter cette étude. Alors pourquoi ce baromètre? On parle sans cesse d'accélération nécessaire en la matière. Et comment accélérer sans même sonder l'opinion? En 1992, une conférence historique sur le climat prenait place à Rio de Janeiro. Et c'est de cette conférence historique que sont nées les COP. Oui. Nous en sommes à la 27e, COP après COP. Les États se rencontrent afin d'essayer d'harmoniser et de mettre en place une politique pour lutter face au réchauffement climatique. Mais il est bien difficile de faire la démonstration de la pertinence parfois de ces COP. Elles sont challengées, elles sont critiquées. Moi, je pense qu'elles sont nécessaires, mais on ne peut pas s'arrêter à ces COP. Et alors dites-vous qu'il est encore plus difficile pour les citoyens dans leur territoire de voir concrètement ce que cela change. Une entreprise comme Veolia bénéficie d'un modèle assez unique. Nous sommes présents dans 44 pays, nous employons 220 000 personnes que nous appelons des ressourceurs. Et ces 220 000 personnes, ce sont des bras armés de la transformation écologique partout où ils sont positionnés dans les territoires. Aujourd'hui, il ne suffit pas de disposer de solutions, ou quand bien même d'en inventer d'autres. Il faut pouvoir les déployer à grande échelle pour accélérer. Et ça, Veolia est en capacité de le faire. Alors, je vais vous prendre un exemple. On parle beaucoup de la qualité de l'air. Et les populations prennent de plus en plus conscience, c'est un enjeu de santé publique. Bien sûr, majeur. Majeur, que c'est là un sujet difficile. Eh bien, Veolia est en capacité de déployer des solutions dans 44 pays, j'allais dire quasi simultanément, si les décisions politiques se mettaient en place. Donc on voit bien que cette transformation, elle doit se faire avec les citoyens et pour accélérer. Et c'est pour ça qu'il fallait les sonder. Il fallait savoir quel était leur état d'esprit, leur degré d'acceptabilité. Exactement, il faut les sonder pour tracer avec eux ce qu'on appelle le chemin de l'acceptabilité. Il faut comprendre quels sont les sujets sur lesquels nous sommes d'ores et déjà d'accord, sur lesquels les solutions que nous pouvons proposer sont en résonance précisément avec les COP, avec ce que décident les États. Et on voit que quelque part, l'opinion et les politiques continuent à se chercher, je trouve, sur ces enjeux. Et donc, on va détailler comment il a été fait, ce baromètre, mais vous l'avez imaginé comme peut-être un moyen, peut-être un peu de titiller aussi les gouvernements, ou en tout cas d'accélérer les prises de décision? En tout cas, on l'a imaginé pour créer une forme de résonance, pour que la COP, ça reste pas un objet très très haut, déconnecté de l'opinion, et que finalement les politiques se disent bon, on a bien fait notre boulot, nous étions à la COP, on a pris un certain nombre de décisions, et que in fine elles ne se traduisent pas sur le terrain, et qu'on crée plus de déception que d'envie et d'accélération. Laurence Bedeau, c'est une étude ambitieuse. Moi, j'étais assez bluffé en la découvrant. Combien de pays sondés? Ça représente quelle part de la population mondiale? 25 pays sur les 5 continents, évidemment. Ça couvre à peu près 60% de la population mondiale. Et ces 25 pays, aujourd'hui, émettent à peu près 68% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Bien entendu, à un moment donné, il faut faire des choix. Pourquoi ces 25 ? On a vraiment veillé à tenir compte de 3 critères. Le poids démographique de chacun de ces pays, évidemment, mais aussi l'histoire, finalement, politique, culturelle, écologique de chacun d'entre eux, pour avoir une véritable diversité et se poser cette question du chemin praticable dans des cultures qui aujourd'hui n'ont à peu près rien en commun. Ça crée des défis d'avoir une sorte de représentation équilibrée de la population mondiale quand même. Et le premier enseignement, c'est un sentiment de vulnérabilité partagé par l'humanité. C'est ce qui ressort en premier. Ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, ce sentiment de vulnérabilité, de fragilité finalement, il réunit des pays qui, historiquement, se sentaient, disons-le, un peu à l'abri du risque climatique et écologique. On y retrouve des pays développés qui bénéficient de bonnes infrastructures, d'un accès aujourd'hui facile et évident
à des services vitaux comme l'eau potable, la propreté, et puis des pays qui sont beaucoup plus fragiles et ont déjà une forme de mémoire collective finalement des catastrophes naturelles. Et vous allez retrouver, face à cette même vulnérabilité, peur écologique et climatique. Oui, on parle de climat, d'anxiété liée au climat. Absolument, d'éco-anxiété. Vous allez retrouver des pays comme l'Indonésie ou l'Inde, qui ont été encore très durement touchés ces derniers mois, et des pays comme l'Italie et l'Espagne. Beaucoup de différences. Qui sont parmi les plus anxieux. Et un point commun. Oui, j'ai vu l'Italie, l'Espagne, c'est italien 87% parmi les plus inquiets, les Espagnols 82%. Le chiffre global, c'est 71% des habitants du monde se sentent exposés à un risque lié au dérèglement climatique ou aux pollutions. Il y a aussi cette idée que j'ai trouvée intéressante parce que pour avancer ensemble, il faut déjà avoir un socle commun de connaissances et de certitudes. Et le climato-scepticisme qui fait beaucoup de dégâts, il est quand même en train de reculer. C'est une des leçons du baromètre. Il recule beaucoup. Aujourd'hui, vous avez près de 9 habitants du monde sur 10 qui sont convaincus que le dérèglement climatique est en cours. J'ai envie de vous dire que le débat ne porte plus véritablement sur la réalité de ce phénomène. Là où il y a encore localement débat, c'est sur l'origine humaine du dérèglement climatique, la responsabilité humaine. Mais même quand vous regardez ça, vous avez dans le monde 75% de climato-convaincus. On en était très loin il y a encore 2, 3, 4 ans. Alors, autre chiffre, autre constat de ce baromètre, l'humanité plutôt volontaire pour agir. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'il y a un groupe d'aquabonistes, vous voyez ce que je veux dire, assez puissant, mais finalement, il y a ce socle commun pour l'action. Alors, une vraie volonté pour l'action, pour une première raison, d'abord parce que je pense qu'une majorité fait le choix de l'espoir, parce qu'elle y croit ou parce qu'elle en ressent le besoin, avec cette conviction qu'on a encore notre avenir climatique et écologique entre nos mains. Tout n'est pas joué, même si une petite partie est déjà écrite. 67% des habitants de la planète ont la certitude que l'inaction coûtera plus cher que l'action. C'est peut-être l'enseignement majeur, parce qu'on s'est longtemps battu, on a longtemps débattu sur la réalité du dérèglement climatique, mais aujourd'hui, le débat, il s'est déplacé sur cette question-là. Est-ce qu'on peut encore agir et est-ce qu'il faut agir ? La réponse, c'est oui. Ce que ça va nous coûter humainement, financièrement, est estimé bien supérieur aux investissements nécessaires à la transition écologique. Laurent Obadia, cet appel à l'action, on l'a un peu évoqué, il s'adresse pas seulement au gouvernement, aux chefs d'État, c'est aussi un message pour les entreprises en général, pour une entreprise mondiale comme Veolia. Alors, ce 67%, il est important, il faut y revenir. Ce qu'il raconte, ce chiffre de mon point de vue, c'est que dans la réalité, ce qui est coûteux, c'est de ne rien faire aujourd'hui. C'est le coût de l'action est moins coûteux que le coût de l'inaction pour l'humanité. Et ça, c'est quand même important. Car l'opinion publique, on la charge un peu trop et un peu trop souvent. On entend dire que l'opinion publique ne serait pas prête à faire des efforts, encore moins à payer le coût d'une solution, quelle qu'elle soit. Quand bien même serait-elle bonne pour la planète. On entend aussi que les investissements nécessaires seraient trop coûteux, que la transformation serait trop complexe, et in fine que l'opinion ne voudrait pas avancer, et c'est d'ailleurs ce pourquoi d'autres n'avanceraient pas. C'est pas l'esprit que nous avons chez Veolia. Nous sommes optimistes, on se décrit comme optimistes, on dit qu'on lâche rien, que nous sommes à l'attaque, donc ça nous ressemble pas. Et d'ailleurs, je trouve que dans cette étude, on y lit autre chose. On y lit un appel à l'action et une compréhension de l'opinion qu'il y aurait trop à perdre à ne rien faire. Est-ce que ça veut dire, parce qu'il y a aussi un message politique dans un baromètre comme celui-là, de ce que l'opinion, et peut-être aussi de grandes entreprises comme Veolia, attendent des gouvernants, notamment au niveau européen. Est-ce qu'il faut libérer, modifier certaines réglementations, justement pour accélérer, pour être plus agissant ? Clairement, il faut libérer, j'allais dire, les énergies et certaines réglementations. Clairement, il est aujourd'hui trop difficile d'implémenter un certain nombre de solutions alors qu'elles existent, qu'elles sont sur les étagères. Et c'est quand même anormal. Donc, si le politique libère, simplifie, les entreprises aujourd'hui disposent de solutions. Veolia à son niveau, mais d'autres. Et je crois qu'en France, nous avons des entreprises assez exemplaires en la matière. Nous serions capables de les développer en France et partout dans le monde.
Donc il y a ce message notamment au niveau européen. Et puis alors je reviens vers vous Laurence Baudeux. On va terminer, il nous reste, ça file vite, il nous reste un peu moins de 7 minutes sur la question de l'acceptabilité par l'opinion, parce que c'est un des freins majeurs quand même à la transformation écologique. C'est une question que vous avez posée aux représentants de ces 25 pays. C'est assez difficile pour eux de se projeter dans une vie quotidienne post-transition écologique. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, je pense parce qu'on ne parle pas assez, et dans certains pays pas du tout, des solutions. Ne parlant pas des solutions, on a du mal à imaginer la façon dont elles vont dessiner un quotidien transformé. Donc on est trop sur l'éco-anxiété, pas assez sur les solutions. Et c'est indispensable. On n'est pas sur les solutions permettant de faire face à l'urgence climatique et écologique. Et vous avez près de 60% des habitants du monde qui partagent cette conviction que c'est aujourd'hui insuffisamment présent, voire totalement absent du débat. Ça veut dire qu'il faut inventer le récit de ce monde durable. Il faut pouvoir se projeter dans l'avenir, Laurent Badia ? D'abord, le manque de projection, c'est un enjeu majeur. Si on n'est pas capable de décrire, de faire partager, de donner l'envie de vivre dans ce monde de demain, dans ce monde transformé, on a pour résultat une éco-anxiété grandissante qui manque. Moi, j'ai le sentiment que l'anxiété, c'est rarement le meilleur ami de l'action. Donc, il faut promouvoir une écologie des solutions, une écologie en action et bâtir. Et ça, c'est plutôt le rôle du politique, bâtir un récit global pour décrire un monde enviable, désirable, dans lequel les populations ont l'envie de se projeter. Et charge aux entreprises de démontrer qu'elles disposent de solutions opérationnelles, efficaces maintenant. Et je crois que si on combine le politique et le savoir-faire des entreprises, nous avancerons, quoi. Nous irons. Oui, sur cette question de l'acceptabilité des changements, qui est vraiment majeure, j'y reviens. 6 habitants du monde sur 10 prêts à accepter la plupart des changements qu'impliqueraient les solutions écologiques. Laurence Baudeux, c'est un oui, mais sous condition quand même, il faut l'expliquer ça. C'est un oui, mais sous condition. D'abord parce que beaucoup des solutions, parce qu'on en parle peu, sont aujourd'hui méconnues. Quand on les présente, nécessairement, elles vont générer des questions, à minima. Et certaines, il faut l'assumer, des inquiétudes. Quand on parle, par exemple, de bioconversion, qui impliquerait demain de manger de la viande ou du poisson nourri à partir de larves de mouche, on se pose des questions. Et on a besoin de garanties sanitaires. C'est vrai sur la réutilisation des eaux usées, notamment pour l'eau de boisson. Donc, la plupart des habitants du monde sont prêts, mais ils identifient des conditions et des besoins qui sont exigeants pour aller plus loin et pour être plus nombreux à se rallier à ces évolutions. La première d'entre elles, c'est la question de la santé. Avoir des garanties sur le fait que ces solutions, qui impliquent de changer des habitudes, parfois même de renoncer à des croyances, elles ne présentent aucun risque pour la santé, voire qu'elles vont contribuer à l'améliorer, puisque la santé est un sujet clé de cette transition écologique. Il y a la question de l'utilité aussi. Est-ce que c'est vraiment utile de faire ces changements ? Utile et durable. La plupart des solutions écologiques que l'on a pu tester présentent également des bénéfices en termes de sécurité alimentaire ou d'autonomie énergétique. La plupart des individus se posent cette question finalement très simple de dire mais si je change mes habitudes, mes réflexes, même mes convictions, est-ce que c'est une solution durable pour lutter contre les pollutions, réduire les émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on ne va pas nous demander demain de changer à nouveau? Donc cette utilité démontrée et durable, c'est véritablement la deuxième condition. Oui, alors je redonne un chiffre parce que c'est peut-être celui qu'on a le plus vu, c'est celui sur la vitesse sur autoroute parce que ça concerne les Français. C'est anecdotique, mais pas que, parce que il y a un vrai impact. Près de 7 Français sur 10 qui se disent prêts à rouler à 110 km/h au lieu de 130 sur autoroute. Je faisais un trajet sur autoroute ce week-end, j'ai oublié de le faire. Mais bon, parce que je m'étais dit, tiens, je vais tester moi aussi. Il y a cette notion, je reste avec vous encore un instant, de répartition équitable des efforts. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi. On veut bien faire des efforts, mais on ne veut pas être les seuls. C'est la question de la justice sociale et peut-être aussi de l'efficacité. C'est-à-dire que l'adoption majoritaire de la pratique, elle est gage d'efficacité, mais c'est aussi cette ensuite de répartition équitable des coûts. C'est très présent en Europe, mais vous retrouvez cette exigence d'efforts partagés, communs, et d'un projet de société
commun dans la plupart des pays du monde. Laurent Obadia, on va conclure avec vous. Vous parlez de ce chemin de l'acceptabilité, toujours sur ce thème de l'acceptabilité. Ça veut dire, enfin on voit bien ce que ça veut dire, mais comment le rendre le plus agréable, ce chemin, et surtout le plus efficace pour arriver au but? Mais d'abord, il faut que, de manière certaine, que le discours des politiques et les solutions que les entreprises sont capables de mettre en place soient en résonance avec les attentes de l'opinion. Il faut qu'on avance ensemble, on ne peut pas avancer de manière totalement désordonnée, sinon on n'y arrivera pas. Il faut que les entreprises, elles prouvent l'efficacité et la sécurité de leurs solutions. Ouais. Laurence, vous parlez de la santé, c'est un levier, j'allais dire, fort. Si on prend, comme elle le mentionnait à l'instant, les eaux de boisson au sens... pardon, je cherche mes mots. Les eaux usées. Les eaux usées. Ah, mais ça, c'est un thème passionnant, les eaux usées. Un sondé sur deux vous dit sans aucune condition, je suis prêt à boire une eau de boisson recyclée et traitée. Oui. C'est majeur. Eh bien, dites-vous que si demain, on faisait un peu plus la pédagogie de ces solutions, au sens bonne pour la santé, donc en qualité, un goût préservé, parce que c'est une attente des populations. Elles vous disent, moi je veux prendre plaisir quand je bois de l'eau du robinet. Nous serions plus à 1 sur 2. Et peut-être qu'un jour, toute l'humanité boira une eau recyclée et traitée. Alors que l'eau potable, on l'utilise pour certains usages. Vous faites bien de le dire. Quand je pense que l'eau potable sert à nettoyer nos trottoirs, alors que nous sortons d'un été empreint de sécheresse, d'incendies, de restrictions, je me dis que le chemin est encore peut-être long, mais néanmoins, les solutions étant présentes et existantes, si le politique appuie sur le bouton, on est capable de les déployer aujourd'hui. Un mot de conclusion sur le futur de ce baromètre. Il va, j'imagine, continuer d'exister. Pour vous, c'est un rendez-vous comme ça qui va être régulier ? Oui, c'est un rendez-vous qu'on s'est fixé, j'allais dire, tous les 18 mois pour suivre l'opinion mondiale, l'opinion publique mondiale sur nos sujets. Et comme je vous le disais, on pense qu'on ne peut pas juste proposer et inventer des solutions qui ne rentrent pas en résonance avec les attentes de l'opinion. Il faut bien qu'à un moment donné, tout ce petit monde se rencontre afin de créer l'accélération. Donc, prochain baromètre dans 18 mois. Eh ben, on sera là. Merci beaucoup. Merci à tous les deux et à bientôt sur Bismart et dans ce Smart Impact. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne des Audacieuses et les Audacieux. Salut.